Mickey Cohen était un vrai dur, un type violent. Il n'avait aucune pitié. Je n'ai tué personne qui ne méritait pas de mourir. Mickey Cohen aimait dire qu'il était braqueur. Mickey était un gangster star. Tout le monde rêvait de venir s'asseoir à la table de Mickey. Frank Sinatra, Sammy Davis. Mickey était une véritable rockstar. Il aimait l'argent. Il se croyait au-dessus des lois, mais il se trompait. Il a failli se faire tuer au moins 9 fois. Si Mickey en est arrivé là, ce n'est pas en jouant les enfants de cœur. « 1959. Le gangster de Los Angeles, Mickey Cohen, se rend dans les collines d'Hollywood. Il se gare dans l'allée d'une vaste demeure. Il est accompagné de 2 voyous et d'un acteur de 19 ans, Steve Stevens. On entre dans la maison et à ma gauche, je vois une table de casino et des gens qui s'amusent. J'avais l'impression d'être dans un film. Pendant que Cohen et ses acolytes montent au premier, Stevens s'installe au bar. Quelques minutes plus tard, il part à la recherche de Mickey. Il monte les escaliers et le surprend en train de rouer de coups un homme corpulent. Je vois Mickey piétiner ce type, lui donner des coups et lui gueuler dessus. Mickey était carrément sur lui, il le tabassait et le traitait de voleur. Il l'accusait de lui avoir piqué quelque chose et le traitait d'enfoiré. J'ai baissé les yeux et j'ai cru que ce type était mort, il ne respirait plus. Le lendemain, Mickey demande à Stevens de passer à son appartement. À l'intérieur, il y avait le gros. Il était là, assis sur le canapé, à bavarder avec les autres types. Il avait un gros pansement sur le nez, 2 yeux au beurre noir et la lèvre enflée. Il fumait un cigare, hilar. Cohen s'adresse à Stevens en ces termes. « Ne crois pas que j'ai perdu la main. Il a beaucoup plus de plomb dans la tête qu'il y a 24 heures. » Brooklyn, New York. Meyer Cohen, dit Mickey, naît en 1914. C'est le plus jeune d'une famille de 6 enfants. Les Cohen vivent à Brownsville, un quartier majoritairement juif. Les Juifs se rassemblaient dans ce qu'on appelle des enclaves ethniques. Ils allaient vers les quartiers où ils avaient de la famille, où ils connaissaient des amis originaires des mêmes régions qu'eux, et où il y avait du travail. Mais en septembre 1914, le père de Mickey, Max, meurt subitement. Sa mère Fanny se retrouve veuve. Cette femme d'origine russe parle à peine l'anglais et doit désormais élever ses 6 enfants toute seule. À l'époque, la Californie séduit les Américains qui n'hésitent pas à migrer vers le Golden State, l'État doré. La mère de Mickey veut croire en cette promesse d'une vie meilleure sur la côte ouest. C'était l'espoir de tout recommencer à zéro. En général, les familles juives sont prêtes à tout pour leurs enfants. Si c'était vraiment un meilleur endroit pour les enfants, alors pourquoi ne pas tenter sa chance? Si vous aviez échoué ailleurs, vous pouviez réussir en Californie. La famille de Mickey s'installe dans un autre quartier juif, Boyle Heights. Les grands espaces sont préférables aux rues bondées de Brooklyn, mais la famille a toujours du mal à joindre les deux bouts. À cette période, ils avaient vraiment très peu d'argent. Et Mickey Cohen n'allait pas à l'école. Il passait son temps dans la rue, il vendait des journaux à la criée et grappillait le moindre penny. C'était un gamin de la rue, un petit vaurien. En 1922, alors âgé de 8 ans, Mickey atterrit dans un centre d'éducation surveillé après quelques démêlés avec la police. À 15 ans, il abandonne définitivement l'école. Quand Mickey ne vend pas des journaux ou ne trafique pas dans la rue, il fait de la boxe. Vous croyez qu'il avait l'intention de vendre des journaux toute sa vie? Il regardait autour de lui. Qui gagnait de l'argent? Les athlètes. La boxe est un sport encore jeune en Amérique et illégal dans certains États. En fait, la Californie limite les combats à 4 rounds.
C'est le nouveau phénomène à la mode. La boxe est extrêmement populaire chez les jeunes garçons juifs. Les boxeurs étaient des héros pour les gamins. Il faut dire que le plus célèbre juif des années 20 en Amérique était Benny Leonard. C'était un champion poids-plume qui est resté invaincu de 1917 à 1925. Et pourquoi la communauté juive l'aimait-elle autant? Il emportait toujours une photo de sa mère dans ses valises. Mais Mickey n'arrive pas à la cheville de Benny Leonard. C'est seulement un amateur qui dispute des combats en 3 rounds dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Beaucoup de combats étaient organisés à Los Angeles. La ville comptait de nombreuses salles de sport ou de concerts, comme le stade olympique. Tous les jeunes boxeurs venaient se mesurer les uns aux autres. Mickey n'a pas besoin de s'entraîner pour garder la forme, étant donné qu'il passe le plus clair de son temps sur le ring, boxant 4 nuits sur 5 chaque semaine. Le jeune poids-mouche a la boxe dans le sang et connaît rapidement le succès. Mais Cohen veut davantage, il veut passer professionnel. Heureusement pour Mickey, il connaît quelqu'un dans le milieu. Son frère aîné, Harry, est organisateur de combats à Cleveland. En 1929, l'adolescent de 15 ans quitte la maison pour emménager chez son frère. Harry devient le manager de Mickey et lui décroche des contrats. Comme le veut la coutume, Cohen porte une étoile juive sur son short, avec ses initiales brodées à l'intérieur. Les Juifs dans le public s'identifient à Mickey et l'encouragent. Pour un boxeur juif à Cleveland, Mickey connaît un succès inédit. L'un des gros bonnets juifs de Cleveland, Lou Rotkopf, envisage même d'embaucher Cohen, non pas comme boxeur, mais comme homme de main. Quand ils avaient des choses à régler, les gangsters juifs se sentaient en général plus à l'aise à travailler avec d'autres juifs. Ils ressentaient un certain confort et arrivaient à un niveau de compréhension qu'ils n'auraient jamais pu atteindre avec un gangster grec ou italien. À 19 ans, Cohen s'empresse de travailler pour Rotkopf, racquettant les maisons closes et les tripots du quartier. Mais Mickey n'est pas très grand et n'impressionne pas grand monde. C'était un petit truand, un petit gangster qui arnaquait les gens et se servait d'eux. Je crois qu'il portait des chaussures compensées pour atteindre tant bien que mal les 1,60 m. Mickey Cohen aimait dire qu'il était braqueur, que c'était sa spécialité dans le crime. C'est une nouvelle ère pour Mickey. Il a de l'argent plein les poches et enchaîne les victoires sur le ring. Puis, le 12 juin 1931, le frère de Mickey organise un match de démonstration contre le champion en titre poids-plume, Tommy Paul. Au bout de 2 minutes et 20 secondes de le premier round, Paul assène à Mickey un crochet du gauche qui le met au tapis. Après cette défaite, Cohen est découragé. Il continue à combattre, mais le gauche de Tommy Paul a anéanti ses rêves de gloire. Ce n'était pas un très bon boxeur. D'ailleurs, les quelques vrais champions qu'il a rencontrés l'ont tous mis KO. Il n'avait vraiment pas de quoi être fier. En 1939, Mickey rentre chez lui, à Los Angeles. Maintenant qu'il a échoué en tant que boxeur, il espère réussir comme gangster. Mickey Cohen va bientôt rencontrer un autre célèbre gangster juif, Bugsy Siegel. Ensemble, ils vont écrire l'histoire de la mafia à Los Angeles. Pendant les années 20 et au début des années 30, Mickey Cohen a cherché à faire carrière comme boxeur en quittant Los Angeles pour Cleveland. Mais Cohen n'était pas assez bon. Après avoir perdu 10 combats d'affilée, il décide de raccrocher les gants. En 1939, Mickey Cohen revient chez lui, à Los Angeles. Il va y faire la connaissance d'autres gangsters juifs qui cherchent à avoir leur part des rackets organisées par la mafia sur la côte ouest. Mickey Cohen est prêt à partir à l'assaut d'Hollywood.
Dans les années 30, le milieu criminel de Los Angeles se compose de petits escrocs n'obéissant à aucune règle. Existait-il une mafia locale à Los Angeles? On peut dire que oui, en quelque sorte. Ce n'étaient pas vraiment des criminels du niveau des syndicats de la côte Est. C'était plutôt des organisations de desperados. Quand vous pensez à une ville mafieuse, vous pensez à Chicago, New York, la Nouvelle-Orléans, etc. Vous ne pensez pas à Los Angeles. Mais quand le gangster visionnaire de New York, Meyer Lansky, se tourne vers l'ouest, il y décèle une ressource inexploitée. Lansky veut s'assurer une partie des raquettes. Pour passer à l'action à Hollywood, il recrute un vieil ami d'enfance, Bugsy Siegel. Dans les années 20 et surtout dans les années 30, un certain nombre de personnages, des gangsters, des desperados sont venus en Californie. La plupart étaient de véritables bandits qui avaient un lien avec le crime organisé. Le plus célèbre était certainement Benjamin Bugsy Siegel. C'est un vrai dur. Siegel est le choix idéal pour Lansky. Il a tout à fait le style hollywoodien. Bugsy Siegel était extrêmement beau garçon. Il avait du charisme et il passait beaucoup de temps à fréquenter des stars de cinéma. Les gens n'auraient jamais pensé que c'était un gangster. Mais quand il s'énervait, on disait qu'il devenait tout rouge, littéralement. Ce type pouvait vous tuer en l'espace d'une seconde. Il valait donc mieux lui obéir, sinon vous étiez mort. Comme Bugsy a besoin d'aide, la mafia de la côte Est recrute un gangster local, Mickey Cohen. Étant lui-même juif, Siegel est heureux d'intégrer Cohen à son équipe. Les gens les plus proches de lui étaient juifs. Pourquoi? Parce que vous aviez cet élément de confiance. Vous aviez cet élément de compréhension puisqu'ils faisaient tous partie du même groupe ethnique. C'est pour ça que Mickey Cohen a pu travailler avec lui. Mickey respecte Bugsy. Mais comme il l'a fait à Cleveland, il continue ses propres braquages en freelance. Cohen réunit une petite équipe et commence à braquer les restaurants et les bookmakers du coin. Quand Mickey ne raquette pas les commerçants du quartier, il profite des divertissements nocturnes dont la ville ne manque pas. Un soir, dans un club de Los Angeles, Mickey rencontre Lavon Weaver, un professeur de danse travaillant pour plusieurs studios de cinéma à Hollywood. Mickey est immédiatement attiré par la jolie rousse. Contrairement aux petites amies habituelles des gangsters, elle est éduquée, cultivée, exactement le genre de femme qu'il cherche pour monter d'un cran dans l'échelle sociale. Cohen couvre Weaver de bijoux et de fourrures, de tout le luxe que l'argent peut offrir. Visiblement, les dépenses de Mickey ont l'effet désiré. Au milieu de la nuit du 15 octobre 1940, dans une chapelle de la Western Avenue, Mickey et Lavon se marient. Ayant désormais une femme à la maison, Mickey peut se concentrer sur son travail. Il tente de prendre le contrôle du service d'information de la côte ouest. La fonction première du service d'information était de fournir les pronostics et les résultats aux bookmakers. Mickey et Bugsy pouvaient placer quelqu'un sur une course à Nashville, dans le Tennessee, qui communiquait ensuite les derniers pronostics et résultats aux bookmakers restés en Californie. Sans cela, les bookmakers n'avaient aucun moyen de prendre des paris sur les courses organisées aux quatre coins du pays. Par le biais du service, les bookmakers de Los Angeles recevaient l'information en temps réel et pouvaient ainsi prendre les paris jusqu'à la dernière minute. Ça se jouait à la fraction de seconde près et Mickey était le roi à ce petit jeu. Mais Mickey doit maintenir son activité secrète. Les paris en dehors du champ de course sont encore illégaux. C'est un trafic qui rapporte gros. Les bookmakers payent jusqu'à 1 200 $ par semaine pour y prendre part. Mais Cohen et Siegel ont affaire à une concurrence sévère. Jack Dragna, un Sicilien membre de la mafia italienne, gère déjà son propre service d'information à Los Angeles, l'agence Continental Press. Voilà près de 20 ans que Dragna gère les raquettes de la côte ouest. Mais il ne fait pas le poids face à un gangster comme Bugsy Siegel qui a le bras long.
Jack Dragna n'a jamais été un mafieux de la trempe des chefs de la mafia de la côte Est. C'était avant tout un homme d'affaires. Mais Dragna s'énerve facilement et n'aime pas que des étrangers empiètent sur son terrain, en particulier des gangsters juifs. Visiblement, ça ne plaisait pas à Dragna. Los Angeles ne comptait pas une grande communauté juive. Dragna était énervé. Qu'est-ce qui leur prend aux Juifs? Ils ne sont pas comme nous. Ils ne croient pas en Jésus. En juillet 1942, Bugsy passe à l'action. Il envoie Cohen et ses voyous au QG de Dragna avec un ordre simple, arracher les téléphones de l'agence d'information et faire taire tous ceux qui s'y opposeraient. À la Continental Press, Cohen se met au travail et saccage le bureau. Dragna est absent ce jour-là, mais l'un de ses hommes se dresse contre Cohen. Mickey le renvoie chez lui avec un souvenir sanglant, la marque de la crosse de son arme sur la tempe. Mickey Cohen et Bugsy Siegel viennent de s'emparer du territoire de Dragna. Leur prochaine cible sera encore plus prestigieuse, Las Vegas. À la fin des années 30, Mickey Cohen et Bugsy Siegel ont décidé de prendre le contrôle des rackets à Los Angeles. En quelques années, ils y sont parvenus à la force des poings. Mais Mickey Cohen en veut plus. Il veut voir son nom en haut de l'affiche. En 1945, les affaires sont florissantes pour les deux gangsters juifs. Mickey, comme son chef Bugsy Siegel, se met à fréquenter les établissements populaires d'Hollywood, comme le Sherry, le Siro et le Coconut Grove. Bien entouré, Mickey passe ses nuits dans le quartier de Sunset Strip aux côtés de jolies femmes. C'était un homme petit et grassouillet, et pourtant il était toujours accompagné de belles stripteaseuses, grandes et majestueuses. On repérait Mickey à 1 kilomètre. Déjà, il adorait les chapeaux mous. Mickey était de la vieille école. Quand il sortait, il fallait qu'il s'habille bien. Il allait voir un combat, il portait un costume. Il allait au restaurant, il portait un costume. Et quand Mickey sort, il aime se faire remarquer. Mickey Cohen était le choix idéal si vous vouliez publier une histoire, une citation ou une photo. C'était vraiment le type à qui s'adresser pour obtenir ce genre d'infos. S'il ne savait rien, il se faisait un plaisir d'inventer. Les gens du cinéma, les célébrités en général, ressentent une sorte d'attraction morbide envers les individus qu'ils perçoivent comme dangereux. Mickey cherchait à attirer l'attention des médias, et il se trouvait à LA, la capitale mondiale des médias. Pour la première fois de sa vie, Mickey Cohen a l'impression de faire partie d'une élite. Au milieu des années 40, Mickey et sa femme Lavonne emménagent dans une nouvelle maison dans un quartier riche d'Hollywood, Brentwood. Pendant que Mickey profite de la vie à LA, Bugsy Siegel commence à se lasser de cet environnement monotone. En 1945, Bugsy propose aux familles mafieuses une nouvelle opportunité d'investissement, l'hôtel Flamingo. Une destination de première classe à Las Vegas, dans le Nevada. Un établissement de 105 chambres avec des bungalows privés et un casino. Siegel affirme à la mafia que tout ce qu'elle a à faire, c'est de fournir l'argent pour construire ce palace et de regarder son portefeuille enflé. En 1946, la construction commence. Siegel s'autorise pourtant des changements de dernière minute qui coûtent plus d'argent et de temps qu'initialement prévu. Les gangsters de la côte Est donnent à Mickey Cohen des ordres clairs. Sauver le projet Flamingo et le remettre sur les rails. Mais le temps que Mickey arrive à Vegas, il est trop tard. L'hôtel a déjà dépassé le budget initial de 5 millions de dollars. Bugsy avait promis à la mafia un investissement sûr. Le Flamingo est tout le contraire.
Le 20 juin 1947 au soir, Bugsy, 42 ans, se trouve chez sa petite amie à Beverly Hills. Ce soir-là, il passe une soirée tranquille à lire le LA Times. Il ne se doute pas qu'un tueur à gages de la mafia se faufile dans l'allée du voisin, armé d'un fusil de calibre 30. L'assassin ouvre le feu sur la maison. Touché 3 fois à la tête, Bugsy meurt sur le coup. Bugsy Siegel avait tout misé sur Vegas et il a perdu. Après la mort de Bugsy, Mickey Cohen s'occupe des paris illégaux de LA et du service d'information. Mickey Cohen est désormais le boss à Hollywood. Et quand Mickey sort dîner, les habitants de la ville le remarquent. On aurait dit comme une vague de silence. À mesure que Mickey s'avançait dans le restaurant, les gens levaient la tête lorsqu'ils remarquaient sa présence. Et ils s'arrêtaient de manger. Puis un autre s'arrêtait de manger, et ainsi de suite. Ils le regardaient passer. En quelques minutes, un étrange silence s'installait. Dans la rue, Mickey est souvent entouré d'actrices glamour telles que Marilyn Monroe et Lana Turner. En voyant disparaître Bugsy Siegel, son vieux rival, Jack Dragna saisit l'opportunité de récupérer son territoire. En 1949, la guerre est déclarée entre Dragna et Cohen. Des coups de feu résonnent dans les rues de Los Angeles. Il s'agissait surtout de remplir le vide de pouvoir laissé par la mort de Bugsy Siegel. Les hommes de Mickey et ceux de Jack se tiraient dessus sans arrêt. Le 20 juillet 1949, les tueurs à gages de Dragna s'attaquent à Mickey. Cette nuit-là, Mickey et son cercle habituel prennent un dîner tardif dans un restaurant à la mode sur le Sunset Strip. Le groupe quitte le restaurant vers 4 heures du matin. Les hommes de Dragna attendaient dehors, ils ouvrent le feu. Beaucoup de gens ont été pris dans la fusillade. Je me souviens d'une femme qui vendait des journaux. Moi, j'ai reçu une balle dans les fesses. Plusieurs autres personnes ont été touchées. Même Mickey s'est fait avoir. Mickey prend une balle dans l'épaule droite. 6 mois plus tard, le 6 février 1950, Dragna retente sa chance. Cette fois, ses hommes placent plus d'une douzaine de bâtons de dynamite sous la maison de Mickey. Tandis que Mickey et sa femme dorment, les hommes de Dragna attendent le bon moment pour faire exploser la dynamite. À 4 heures du matin, la bombe se déclenche, l'explosion est telle que le toit s'envole de la maison. Mais Mickey s'en sort indemne. Lorsque la bombe s'est déclenchée, il se trouvait à l'autre extrémité de la maison. Pour autant, le gangster chanceux n'est pas d'humeur à faire la fête. Sa précieuse garde-robe est partie en fumée. Ses vêtements étaient fichus. Il était tout inquiet pour ses vêtements et toutes les chaussures qu'il possédait. Mickey a survécu à l'attentat organisé par Dragna. Mais un ennemi plus dangereux encore attend son heure. En 1947, des tueurs à gages ont abattu Bugsy Siegel, une légende de la mafia. En son absence, Mickey Cohen gère tous les paris de la ville et empoche des millions. Cohen ouvre également des restaurants très populaires dans tous les quartiers. Ces établissements abritent des activités illégales telles que les paris sportifs et disposent de tables de casino dans l'arrière-salle. Il achète une ferme derrière les studios Warner Bros et la transforme en casino. Les acteurs en costume viennent y tenter leur chance pendant leur pause déjeuner. C'est le gangster numéro 1 à Hollywood. Il savait s'y prendre avec les gens. Il savait les charmer, il pouvait embobiner n'importe qui. Tout le monde a besoin d'un leader. Le pouvoir est un vide.
Vous vous avancez et vous le prenez. Mickey était un gangster star. Les gens pensaient savoir qui il était et ce qu'il faisait. Mais c'était faux. Ils ne connaissaient qu'une image, celle d'un homme qu'ils pouvaient voir au restaurant ou croiser dans la rue. Les stars d'Hollywood comme Lana Turner et Frank Sinatra s'affichent à la table de Mickey Cohen dans les clubs les plus en vogue du Sunset Strip. Il faut bien se souvenir d'une chose, c'est qu'à Hollywood, vous pouvez fréquenter n'importe qui tant que c'est une personne célèbre. Mickey n'étant pas du genre discret, son ennemi Jack Dragna peut facilement suivre ses faits et gestes. Inquiet pour sa sécurité, Cohen achète une voiture blindée. Les vitres faisaient 3 cm d'épaisseur, ce qui les rendait pratiquement imperméables aux balles. La guerre fait des victimes dans les deux camps, jusqu'à ce que Dragna et Cohen reçoivent un avertissement de la mafia de la côte Est. Ça suffit. Les effusions de sang, c'est mauvais pour les affaires. Les gangsters nourrissent toujours une rancœur l'un envers l'autre, mais ils sont assez intelligents pour ne pas contrarier la mafia. Le conflit du Sunset Strip se termine finalement par un match nul. Mais les tentatives d'assassinat sur Mickey ont attiré l'attention des fédéraux. Des agents du FBI commencent à enquêter sur le gangster. Pour dissimuler ses revenus illégaux issus des rackets, Mickey se tourne vers un secteur qu'il aime particulièrement, la mode. Il achète un magasin de vêtements pour hommes et le baptise la mercerie exclusive de Michael. C'était un joli magasin de vêtements pour hommes, avec des comptoirs en verre et des cravates. De magnifiques cravates en soie, des chemises, des boutons de manchette en diamant. C'était très chic. À tout moment, il pouvait y avoir 50 costumes, 50 pantalons, 50 vestes de sport, 50 paires de chaussures, 50 chapeaux. Tous de la taille de Mickey. Avec les agents fédéraux à ses trousses, Cohen doit rester prudent. Mais il n'est pas du genre à faire profil bas. La nuit, le gangster exubérant s'affiche sur le Sunset Strip. Tandis que Mickey sauve les apparences à Hollywood, les policiers mettent la pression. En 1950, les forces de police de LA accueillent leur nouveau chef, William Parker. Pendant des années, Mickey n'a pas eu besoin de placer quelqu'un au sein de la police de LA. Il la payait pour fermer les yeux. Désormais, avec ce nouvel homme à sa tête, les choses vont devenir plus difficiles. William Parker est arrivé en 1950 et ne voulait pas tolérer ce genre de magouille. Les hommes qu'il avait recrutés dans sa brigade anticriminelle, que je décris dans mon livre, allaient chercher les méchants à leur descente de l'avion, du train ou du bus. Il les emmenait dans un motel pour leur mettre une raclée et les renvoyait chez eux. De bonnes méthodes dissuasives. Cette même année, le milieu attire l'attention du comité du Sénat spécialisé dans le crime organisé, plus connu sous le nom de comité Kefauver. Ce groupe de sénateurs, dirigé par Estes Kefauver, est bien décidé à enquêter sur les familles du crime organisé et à les démanteler. Le 17 novembre, le comité appelle Mickey Cohen, alors âgé de 36 ans, à témoigner. Pendant des heures, Mickey répond aux questions. Il affirme au comité qu'il n'est qu'un pauvre homme d'affaires qui emprunte souvent de l'argent à ses amis. Mais le fisc n'est pas dupe. Suite au témoignage de Cohen, il trouve un moyen de coincer le gangster. Le 6 avril 1951, le gangster, autrefois si chanceux, est officiellement accusé de fraude fiscale. Tous les gros gangsters ont fait de la prison pour fraude fiscale. Al Capone, Waxy Gordon, Jack Guzik. Comme il disait, il y a deux choses inévitables, la mort et les impôts. 2 mois plus tard, le procès de Mickey Cohen démarre en Californie. Il aimait l'argent. Il se croyait au-dessus des lois, mais il se trompait.
Mickey est jugé coupable au bout de quelques semaines. Il est condamné à 5 ans de prison. Mais il reviendra à Hollywood et apparaîtra sous son pire jour au cours d'une interview choquante à la télévision. Je n'ai tué personne qui, au départ, ne méritait pas de mourir. En 1951, le gangster Mickey Cohen, qui dirigeait les paris illégaux à LA, est condamné à 5 ans de prison pour fraude fiscale. Il est envoyé à McNeil Island, dans la région de Puget Sound, dans l'État de Washington. Comme Alcatraz à San Francisco, McNeil Island n'est accessible qu'en bateau ou en avion. Pour le moment, Mickey Cohen ne peut aller nulle part. En prison, Mickey soudoie les gardiens pour avoir davantage de serviettes en raison de son obsession maladive du lavage de mains. Les gardiens donnent à Mickey un emploi confortable, s'occuper de leurs uniformes. Même en prison, Cohen est un acteur important. Il participe à toutes sortes de contrebandes, des chapeaux de marque à l'eau de Cologne. Après avoir passé près de 4 ans en prison, Mickey est libéré pour bonne conduite. Cohen redevient un homme libre. De retour dans les rues de LA, Mickey retrouve ses vieilles habitudes et passe du bon temps en sortant la nuit avec de jolies femmes. Mais le temps que Mickey a passé en prison a pesé sur la vie du couple. Après plus d'une décennie ensemble, Lavonne et Mickey se séparent. Le divorce porte un coup à Mickey. Il avait toujours dit que sa femme Lavonne était une lady de la tête aux pieds. Il ne se remariera jamais. Après une procédure pénible, Mickey se contente de déprimer dans l'ombre. Mais pas pour longtemps. Le 19 mai 1957, Mickey Cohen donne son accord pour une interview sans précédent dans une émission à succès. Une interview en direct avec le gangster de LA promettait une forte audience à la chaîne ABC. Quant à Mickey, il cherchait à redorer son blason. Je n'ai tué personne qui, au départ, ne méritait pas de mourir. Sur une chaîne nationale, dans l'émission de Mike Wallace, il confesse au monde entier qu'il a tué des gens. Et quelqu'un qui a tué peut recommencer. Mickey continue en démolissant le chef de la police de Los Angeles, William Parker. Il est répugnant. C'est un vrai dégénéré, en d'autres mots. C'est un sadique dégénéré de la pire espèce. Le lendemain, le chef Parker poursuit ABC et Mickey Cohen en justice pour diffamation sur une chaîne nationale. ABC lui présente des excuses immédiates et totales dans l'émission de Wallace. La controverse ressuscite la réputation de Cohen autour d'Hollywood. Mickey fait à nouveau la une. C'est une ville qui adore les personnages hauts en couleur. À Hollywood, on aime les gens qui se font passer pour beaucoup plus importants qu'ils ne le sont en réalité. Mickey Cohen a utilisé sa mauvaise réputation pour se façonner une image correspondant aux standards d'Hollywood. En 1958, les journaux à scandale s'intéressent à nouveau à Mickey lorsque son associé et garde du corps de toujours, Johnny Stompanato, se dispute avec sa petite amie, la légende d'Hollywood, Lana Turner. Leur relation n'avait jamais été simple. Mais un soir d'avril, Stompanato va trop loin. Il attrape Turner et la secoue un peu trop fort. Voulant protéger sa mère, la fille de Turner, Cheryl, 14 ans, poignarde et tue Stompanato. Après le meurtre, Mickey Cohen se rend à la morgue pour identifier le corps de Johnny Stompanato.
Lorsque la police interroge Lana Turner, elle leur dit que Johnny était un monstre et qu'il se mettait facilement en colère. Ces allégations énervent Cohen. En retour, il communique les lettres d'amour du couple aux journaux locaux. Le geste de Cohen déclenche une tempête médiatique. Une semaine plus tard, les autorités locales mènent l'enquête pour éclaircir les circonstances du meurtre. Elles appellent Mickey Cohen à témoigner. Il est l'une des rares personnes à avoir eu une relation avec Lana Turner et Johnny Stompanato. Mickey Cohen s'est présenté au bureau d'enquête. Il est entré, s'est assis dans un fauteuil, a enlevé son chapeau et il a dit « Je refuse de témoigner pour la simple raison que je pourrais être accusé d'avoir commis ce crime. » Il s'est levé et il est reparti. À l'issue de l'enquête, un jury considère que l'homicide était un cas de légitime défense. Cheryl Crane ne sera jamais poursuivie. Plus tard, Mickey voit un jeune acteur à la télévision qui joue le rôle d'un braqueur. Mickey retrouve le gamin et le contacte. J'ai reçu une lettre de fan. Il disait qu'il aimait la façon dont je jouais les méchants et qu'il était installé comme glacier à Brentwood, au Carrousel. Il m'invitait à déguster une glace gratuite. Stevens répond à l'invitation et du jour au lendemain, il fréquente l'un des mafieux les plus célèbres d'Hollywood. Tout le monde savait qui était Mickey. Dès qu'il arrivait quelque part, on lui déroulait tout de suite le tapis rouge. « Oh, Monsieur Cohen, oh mon Dieu, Monsieur Cohen, laissez-moi vous ouvrir la porte. » Il aimait avoir une femme à son bras. Liz Renée, Candy Barr, c'était des stripteaseuses. Ma préférée, c'était une fille qui s'appelait, tenez-vous bien, Sandy Ashagan, ce qui veut dire harpie droguée. Ça, c'était du nom. En plus de passer du temps avec ce boss charismatique, l'acteur livre aussi des paquets pour Mickey. Il m'appelait de temps en temps et il me disait « Hé gamin, j'ai besoin d'un service. Va me chercher ci ou ça. » Je regardais jamais ce qu'il y avait dans le paquet que je portais. Le job est simple, jusqu'à ce que l'un des acolytes de Mickey donne à Stevens une arme pour se protéger. Quelques jours plus tard, la police arrête Stevens pour avoir grillé un feu rouge. Pendant que les agents le fouillent, son arme tombe de sa ceinture et roule par terre. Ils m'ont jeté au sol et ils m'ont attaché avec toutes les menottes, les fers et les chaînes qu'ils ont pu trouver. Pire que si j'étais l'ennemi public numéro 1. J'étais dans un sale pétrin. Quelques heures plus tard, l'avocat de Cohen obtient la libération de Stevens sous caution. Il a un message à transmettre au jeune acteur. Allez voir Mickey immédiatement. Je vais chez Mickey, je le vois sortir de sa maison et avant qu'on arrive à la pièce du fond, il se retourne et me frappe dans le nez. Je tombe direct. Et il me saute dessus en criant et en gueulant. « Comment t'as osé faire ça? Pourquoi t'avais un foutu revolver sur toi? Ça va me revenir en pleine gueule. Tu te prends pour un vrai dur, espèce d'enfoiré. » La paranoïa du gangster est justifiée. Le 16 septembre 1960, Cohen est inculpé de fraude fiscale par le procureur fédéral. Au procès de Mickey, la liste des témoins inclut des célébrités telles que Jerry Lewis. Mais toute l'élite d'Hollywood ne saurait sauver Mickey. Le seul crime pour lequel Mickey Cohen a été condamné est la fraude fiscale, et il a été assez bête pour se faire prendre 2 fois. Lors du procès, un juge condamne le récidiviste à 15 ans de prison à Alcatraz. Mickey va bientôt rencontrer une catégorie plus coriace, plus violente de codétenus, et cette fois, il n'en sortira pas indemne. Dans les années 50, le gangster Mickey Cohen avait retrouvé sa place parmi le gratin d'Hollywood après avoir purgé 5 ans de prison. Mais seulement 5 ans plus tard, les fédéraux le renvoient derrière les barreaux pour le même crime, la fraude fiscale. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle prison. Alcatraz, la pire du pays, là où les plus dangereux criminels sont enfermés. Contrairement à son dernier séjour pénitentiaire, Mickey est traité comme n'importe quel autre détenu. Pas de traitement de faveur, pas de serviettes supplémentaires.
En 1963, la prison légendaire ferme définitivement ses portes. Mickey est transféré à l'établissement pénitentiaire fédéral d'Atlanta. Le 14 août 1963, la vie de Mickey bascule à jamais. Alors qu'il regarde les informations en milieu de journée, un codétenu attrape un tuyau en plomb et se dirige vers le gangster qui ne se doute de rien. Le malfrat n'a rien contre Mickey, il a simplement envie de frapper quelqu'un. Sans prévenir, le détenu frappe Cohen à la tête à l'aide du tuyau. Le coup a provoqué des lésions cérébrales irréversibles. C'était le début de la fin. Les médecins de la prison emmènent immédiatement Mickey en salle d'opération afin de retirer les tissus endommagés. En salle de réveil, les chirurgiens ont de mauvaises nouvelles pour Cohen. Le gangster est partiellement paralysé et devra marcher avec une canne pendant le restant de ses jours. Le 6 janvier 1972, après 10 ans de détention, Mickey Cohen est libéré. L'ancien boxeur est désormais infirme. Mais le grand gangster d'Hollywood a encore de l'argent bien caché. Cette année-là, Mickey essaie de reprendre ses anciennes activités. Mais les temps ont changé et beaucoup de ses associés sont morts. À la fin 1973, Mickey n'est plus que l'ombre de lui-même. Même s'il apprécie toujours un beau combat. Chaque fois qu'il avait besoin de billets, il m'appelait au club. Il voulait une place tout devant. Comme il devait utiliser sa canne, on faisait en sorte qu'il puisse se garer à l'entrée du tunnel. Comme ça, il pouvait marcher jusqu'à son siège au bord du ring. À 59 ans, Mickey ne fait plus la une des journaux. Mais lors des combats, il reste une attraction locale. Il portait toujours ses costumes à $1000. C'était une célébrité et on voulait qu'il soit là. Il ajoutait un peu de piment à la compétition. Même si le gangster a l'air inoffensif, il reste Mickey Cohen, l'ancien roi du Sunset Strip. Même dans son état, à l'époque il était partiellement infirme, il ne fallait pas lui chercher des noises, parce que je suis sûr qu'il connaissait les gens qui pouvaient se charger de vous tabasser, si besoin. En février 1974, l'armée de libération symbionnaise, un groupe de militants radicaux, kidnappe Patty Hearst, la petite fille du magnat de la presse, William Randolph Hearst. Mickey Cohen affirme que le père de Patty lui a demandé d'intervenir et d'utiliser son expérience de criminel pour négocier avec les kidnappeurs. Les journalistes suivent l'affaire pendant des semaines et réclament une interview avec le seul homme qui promet des résultats, Mickey Cohen. Les gens questionnaient Mickey Cohen sur l'affaire. Le gangster faisait partout savoir qu'il avait des relations, que ce soit dans le milieu du crime ou des radicaux. Il sous-entendait qu'il était capable de localiser Patty Hearst et l'armée de libération symbionnaise. C'était bon pour vendre des histoires aux journaux. Bien sûr, il ne savait rien du tout. Mickey fait de nouveau la une. Est-ce qu'il savait quelque chose? Non, pas vraiment. Mais ça ne l'arrêtait pas, et les journaux ne s'arrêtaient pas à ça non plus. Mickey cesse ses efforts pour sauver Patty Hearst lorsqu'il apprend qu'elle s'est ralliée à la cause de ses geôliers. 2 ans plus tard, le 29 juillet 1976, Mickey Cohen meurt dans son sommeil à l'âge de 62 ans. Son décès marque la fin d'une époque, l'ascension et la chute des gangsters juifs. Les gangsters juifs ont disparu au bout d'une génération parce qu'il existait des moyens légitimes de gagner de l'argent. Ils étaient très conscients du fait que leur activité était une honte dans la famille. Ils savaient eux-mêmes qu'il n'y avait aucun honneur à faire ce qu'ils faisaient, qu'il y avait d'autres moyens de gagner de l'argent pour envoyer leur fils ou leur fille à la fac de droit, de médecine ou aux beaux-arts. Mickey Cohen n'a légué aucun empire criminel. Au lieu de cela, il s'est imposé comme l'un des gangsters les plus excentriques de l'histoire. Il était célèbre pour être célèbre. Il adorait qu'on le traite comme une star dans les boîtes de nuit de la ville, et je crois qu'il aimait passer du temps avec les gens qui écrivaient sur lui, qui l'écoutaient et restaient pendus à ses lèvres.
Il avait ce petit quelque chose qu'on retrouve chez les stars de cinéma, les politiciens, les chefs de gangs de motards. Le charisme,